outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes dans les locaux de l'École nationale supérieure des télécommunications. Nous sommes à Paris dans le 13e arrondissement pour la 13e édition de la Plume Antillaise et d'ailleurs qui accueille cette année pas moins de 35 auteurs. Un moment d'échange, de rencontre dans l'amphithéâtre mais également dans les locaux de cette école pour retrouver des auteurs, pour partager des moments autour de dédicaces notamment, mais pas que. Il y a aussi de la cuisine des spécialités antillaises. C'est un programme unique, c'est la 13e année que ça se passe et on va découvrir tout ça ensemble cet après-midi. Il y a très longtemps, vivait une famille très pauvre. Elle vivait, mon cher, comme elle pouvait, rarement une petite soupe. Elle n'avait pas le vent en poupe et elle naviguait même pas rencontrer. C'est dire si leur sort n'avait rien pour plaire. Leur pauvreté était bel et bien héritée. Ces pauvres gens avaient pour aïeux des pauvres gueux encore plus malheureux qu'eux. Tim Tim, je suis un être à qui on a enlevé sa qualité d'être, bête de somme parmi les bêtes de somme. J'ai récupéré mon statut d'homme au prix fort. Qui suis-je? Répondez si ou pas t'es bête, répondez. Qui va faire sans c'est ça? Je suis un être à qui on a enlevé sa qualité d'être. Bête de somme. Parmi les bêtes de somme, j'ai récupéré mon statut d'homme au prix fort. Qui suis-je? Esclave. Ah, pourtant jouer en moins. Esclave. Nous sommes dans les locaux de l'École nationale supérieure de technologie, à la rue Vergniaud à Paris dans le 13e arrondissement pour la 13e édition de la Plume Antillaise. Et d'ailleurs, c'est la version 2016, une édition un peu particulière puisque en cette même année 2016, il y avait eu l'édition précédente qui était la 12e en raison notamment des attentats qui avaient obligé un peu à repousser l'édition numéro 12. Et nous sommes en compagnie de Micheline Lézin qui est la présidente en fait de l'APTOM, qui est l'association des personnels de France Télé, de la Poste et d'Orange pour tous les ultramarins en particulier. Et on est autour, Micheline, pardon, de cette 13e édition. Alors d'abord, quel est l'objectif en fait de cette rencontre, parce que c'est de cela qu'il s'agit? La Plume Antillaise d'ailleurs a pour but de promouvoir les auteurs au départ originaires du département d'Outre-mer et maintenant du monde entier, puisque presque chaque continent a toujours été représenté. Voilà. Et cette année en particulier, on va même jusqu'à l'Asie? On va à l'Asie, effectivement. Nous avons donc l'auteur Alain Tran, qui est donc originaire du Cambodge, qui vit en Espagne, qui a fait le déplacement spécialement pour la Plume Antillaise. Il est arrivé hier après-midi et il repart demain matin. Voilà. En tout cas, j'ai tenu à sa présence puisque la manifestation s'appelait au départ la Plume Antillaise. Et depuis 2007, nous avons voulu y ajouter un ailleurs parce que nous estimons que certes, nous avons besoin de nous promouvoir, mais nous avons aussi besoin de nous ouvrir au monde. Voilà. Et c'est depuis là que nous avons ajouté le terme « et d'ailleurs » et nous travaillons à ce que, justement, tous les continents soient représentés. Et cette 13e édition de la Plume Antillaise, c'est la 13e certes, mais c'est pour nous la 10e édition de la nouvelle formule de la Plume Antillaise. Voilà. Quelles sont les nouveautés en fait depuis ces 10 ans que Alors, la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'au départ, nous organisions une rencontre avec les auteurs, c'était une séance de dédicace. En 2007, j'ai voulu faire plus, c'est-à-dire organiser une rencontre avec l'équipe, en fait. Organisée au sein d'un amphi, c'est-à-dire que le public devrait, en première partie, rester 3 voire 4 heures assis à écouter un auteur. C'était un pari difficile, mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire un pari gagné. Car cette partie est devenue la partie la plus intéressante de la manifestation. Voilà, cet échange avec le public. Ce sont des possibilités qui, c'est vrai, sont assez rares, hormis dans certains salons en particulier, oui, d'aller rencontrer. Et là, aujourd'hui, un peu plus d'une trentaine tout de même d'auteurs. 35 présents. Auteurs, 35, ouais. C'est énorme. Mais nous avons des auteurs qui sont là depuis le début, donc ils seront toujours là. Et nous, par contre, nous sommes obligés de choisir
de diversifier les auteurs qui arrivent pour la première fois, donnant à chacun sa chance en tout cas. Alors est-ce que c'est facile d'ailleurs de sélectionner, si je puis dire, les auteurs qui prennent part à chaque édition de cette Plume Antillaise et d'ailleurs, comment on fait face aux nombreuses demandes, j'imagine, de ceux qui veulent prendre part? Alors, qu'est-ce qui se passe? Au départ, en fait, nous étions dans la démarche nous démarchions les auteurs, puisque le but, c'était d'amener nos adhérents à lire. Donc, nous cherchons les auteurs, nous supplions même des fois les auteurs, parce qu'ils n'étaient pas très convaincus de l'événement, par l'événement. Aujourd'hui, nous sommes obligés de sélectionner, mais des fois difficilement. Certaines personnes ne sont pas contentes, mais nous prévoyons une année sur 2, voire 3 ans à l'avance, la liste des auteurs. Parce que certes, c'est bien de recevoir les auteurs, mais il faut aussi penser au public qui vient et faire en sorte que le public ait une manifestation, en tout cas enrichissante. Le but, ce n'est pas non plus d'aligner des auteurs. Il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur, qu'il y ait quand même des thèmes qui pourraient en tout cas leur permettre de repartir la tête pleine de littérature. Alors vous avez un livre qui s'appelle À bout d'espérance. À bout d'espérance de quoi? Donc voilà, c'est un petit recueil de poèmes. Donc effectivement, ça s'appelle À bout d'espérance. Mais À bout d'espérance ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'espérance. Non, c'était une façon pour moi de mener une forme de révolution, mais une révolution sans sang, sans armes. Une révolution intellectuelle. Ça veut dire pousser les jeunes que nous sommes à regarder la vie autrement et à prendre nos responsabilités. Effectivement, aujourd'hui, on pense que beaucoup les jeunes s'éloignent de tout, s'éloignent de la politique, s'éloignent des responsabilités. En réalité, on attend juste de trouver la porte d'entrée pour s'investir. Et c'est aussi une façon, pour moi, c'est une forme de nostalgie de mon île, la Martinique, que j'ai quittée. Donc, c'est vrai, quand on part, on a l'impression que on s'exile, c'est une forme, partir, c'est s'exiler. Mais il y a quelque chose qui fait que là où on est né, on a envie d'y retourner. Et chez moi, chaque jour, bon, je ne vais pas paraphraser quelqu'un, mais je me rase 2 fois par semaine et je crois que c'est le seul moment où je n'y pense pas. Mais en permanence, mon but, c'est de retourner et de me mettre au service de mon peuple. Et c'est pourquoi que la poésie me permet justement de dire les mots, de dire les choses avec douceur, mais de les dire. Justement, à ces jeunes qui sont en grande difficulté pour certains aux Antilles, en Guadeloupe comme en Martinique, entre autres, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour justement ne pas perdre cette espérance? Donc, voilà, justement ce que je peux dire aux jeunes pour ne pas perdre l'espérance, parce qu'effectivement, quand on est dans la difficulté, on a tendance à se refermer. Malheureusement, c'est la première des choses qu'on fait. Or, c'est la pire des choses. La meilleure des choses à faire, c'est justement de s'ouvrir, de rencontrer d'autres mondes. Et d'ailleurs, à ce titre, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que je suis ici actuellement, on rencontre beaucoup de jeunes issus des Outre-mer et qui viennent sur le territoire, qui sont déjà déracinés, premièrement, quand ils arrivent. Et une fois qu'ils arrivent ici, ils se retrouvent isolés. Et donc, on a monté avec des jeunes qui s'appellent Loïc et Myriam, le réseau Jeunesse Outre-mer. Donc, j'en fais partie. D'ailleurs, je porte le badge. Et justement, c'est permettre à nous, les jeunes, de se prendre en main, de créer un réseau qui va permettre de s'entraider. Ne plus laisser un seul jeune sous le carreau. Et je le dis comme ça parce que moi, je suis arrivé, on est vraiment coupé du reste du monde parce qu'on laisse notre patrie, on laisse tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes, nos racines. On arrive dans une autre culture qu'il faut tout réapprendre. Et quand on n'a personne pour nous guider, personne pour nous aider, malheureusement, parfois, ça donne des catastrophes. Donc, comment faire en sorte que nos jeunes ne se retrouvent plus dans de telles situations? Nous avons la responsabilité de nos jeunes de demain. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a des poèmes qui sont assez engagés pour dire aux jeunes, voilà, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de diplôme ou autre que vous n'êtes personne. Non, vous avez de la valeur, vous pouvez faire des choses. Et je mets toujours en avant le fait que j'ai qu'un diplôme de licence responsable de projet dans le domaine électronique et pourtant j'ai écrit des poèmes. Ça veut dire que le monde ne nous est pas fermé, on peut faire des choses, mais souvent les jeunes ont simplement besoin qu'on les accompagne. Alors parmi les quelques 35 auteurs présents pour la 13e édition de cette Plume Antillaise et d'ailleurs, il y a Tim Allo, auteur guadeloupéen, qui entre autres a commis un roman en créole, c'est ça? Oui, ça me manquait. Moi, j'avais envie de lire un roman en créole, donc j'en ai écrit un. Oui. Quel est le thème en fait? On est autour des Diablesses, c'est un domaine, un univers très particulier en fait. Oui, alors, au départ, l'idée du roman, c'est une réaction aux violences faites aux femmes en Guadeloupe. En 2012, il y a eu une vague de violence sans précédent, je pense, en Guadeloupe, et ça m'a donné envie de réagir.
Et donc j'ai écrit ce roman-là et c'est en même temps une façon de revisiter aussi notre mythologie. Et donc de questionner le mythe des diablesses et de voir comment il peut être actuel. Parce qu'en fait c'est un roman actuel, hein. Enfin, ça se déroule de nos jours. Et c'est un roman en créole, et c'est un roman de suspense, c'est un roman de science-fiction. Et donc voilà, donc un peu dans la veine de ce que peut faire Stephen King, Maxime Chatham, Graham Masterton. Je ne sais pas si vous avez vu Carrie, si tu as vu Je suis une légende, c'est ce genre d'univers. Comment il a été accueilli en fait ce roman en créole, notamment avec ce thème-là en particulier? Alors moi j'étais assez impressionné de l'accueil, je pensais pas en vendre autant, honnêtement. J'ai l'impression que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes attendaient ça depuis longtemps et même au-delà en fait. J'ai très touché par l'accueil en particulier de la communauté ici. Pas mal de gens m'ont dit mais en lisant le roman ils ont compris des choses dans les dialogues qu'ils peuvent avoir entre frères et sœurs qui viennent de Guadeloupe. Les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui ont grandi ici se disent mais il y a quelque chose qui se passe dans le créole, on comprend pas tout, il y a une ambiance, il y a un truc qu'on n'arrive pas à saisir et qu'ils ont pu approcher à travers le roman. J'ai rencontré des gens à Londres, j'ai rencontré des gens à Berlin, à Toulouse. Et c'était vraiment très 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 enrichissant, quoi. Donc. Toi Timalo, tu es plutôt engagé, on peut le dire, dans toute la dynamique autour de la langue. Ouais. Tu es aussi un homme de scène, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être invité ici à la Plume Antillaise et ailleurs, en fait, dans ce salon autour de ces rencontres? Alors, il y a deux choses que j'apprécie particulièrement avec la Plume Antillaise. C'est un salon littéraire qui ressemble à aucun autre salon littéraire. Il y a une empreinte de notre culture, de notre façon d'être qui m'oblige, moi, à revoir mes codes sur la littérature en venant ici. Et ça, pour moi, c'est un enrichissement, en fait. C'est un peu déroutant au départ, mais franchement, c'est un enrichissement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que de faire vivre une institution comme ça, parce que pour moi, c'est une institution qu'on a la 13e édition, de faire vivre ça depuis aussi longtemps, c'est quelque chose que je trouve vraiment remarquable. Et pour moi, participer à la Plume Antillaise, c'est continuer de dire mais c'est important pour nous, c'est important qu'on ait des choses comme ça qui représentent notre présence ici depuis si longtemps, et en même temps l'attachement à notre culture et à la culture en général. Je parlais de mots, de scènes. Il y a des chances que ce que tu écris aille sur scène, qu'on voit un peu plus ce travail-là ou pas? Alors oui, il y a des chances. Il y a des chances. Il y a pas mal de gens qui attendent un peu ça de moi, et donc j'y suis sensible. Je sais pas encore trop comment, mais c'est clair que je vais me pencher dessus. Mais là, pour le moment, je suis dans l'écriture de la suite. Et donc ça me prend un peu de temps, et puis voilà. Mais j'y pense. Ouais. Écrire, ça me permet de vivre. Écrire me permet de me rebeller, mais j'écris par amour, par colère. J'écris parce qu'il faut écrire, et les battements de mon cœur passent par mes écrits. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en plus d'écrire, vous avez besoin de le dire. Donc la scène aujourd'hui, quelque part, vous habite. Vous êtes sur scène parce que vous avez aussi besoin de raconter. Alors, comment dire, je suis sur scène, oui, je suis comédienne, mais alors c'est vrai que quand on me regarde, je suis très à l'aise et contractée, mais ça demande une forme de pudeur, et j'ai eu beaucoup de mal quand même à faire le choix d'écrire et d'être en scène. Ceci dit, j'adore ça parce que pour ceux qui le savent, tout ce que je reçois, ne serait-ce qu'être là, vous parler et regarder, j'ai l'impression qu'il se dégage tellement de choses pour moi. C'est tellement fort, j'adore ça. Non mais c'est vrai, j'adore vraiment être en scène, pouvoir partager, sentir les émotions, capter un regard. Aïe, aïe, aïe. Alors plus fort que la passion, parce qu'on sent là, que c'est vraiment de la passion, comment on fait pour passer du métro boulot dodo, 8h, 17h, à se dire finalement j'arrête tout et puis je vais embrasser une carrière artistique. À quel moment le déclic se fait? J'ai jamais été vraiment métro boulot dodo. Mais quelquefois, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que même en étant métro boulot dodo, à côté, j'avais une vie associative, j'écrivais, je faisais du théâtre. Ça fait partie de ma vie. Dans ma famille, tout le monde fait du théâtre. Dans ma famille, c'est vraiment... J'étais initiée par un Guadeloupéen qui est mon frère aîné, Alex Nabis,
Et Alex, moi j'ai connu très tôt la scène, Miss, Reine Carnaval, c'est-à-dire j'ai tout le temps été dans ce sens. Mais en faire un métier, parce que en fait, les gens ils sont pas très encourageants. Une fois que tu en parles, on te dit oh là là, on ne vit pas de ça, ok, vraie misère. Et donc, et comment pour toi vraie misère? On dit ben, essayons. Essayons. Je suis un peu maso. Alors nous sommes en compagnie d'Alain Tron qui est l'un des invités tout particuliers cette année pour la 13e édition de cette rencontre autour de la plume antillaise et d'ailleurs. Celui qui est le plus d'ailleurs, c'est peut-être vous Alain, puisque vous représentez, si je puis dire, un peu l'Asie aujourd'hui. Tout à fait, je remercie l'association Aptom de donner cette opportunité à un auteur asiatique. On a très peu d'espace pour nous exprimer, malheureusement, à qui la faute, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais en tout cas, je remercie à l'association Aptom et à Dominique Lancastre de me donner aujourd'hui cette opportunité. Toutefois, bien que je ne sois pas d'origine des Antilles, j'ai une grande connexion avec les Antilles. Il y a peut-être une similitude dans ce que vous avez vécu ou dans ce que vous pensez que vivent des ultramarins, mais on en revient dans un instant. Le titre de votre livre, Alain, c'est d'abord Made in France. Pourquoi ? En fait, c'est un jeu de mots avec Made in China, donc pour dire que je suis quelque part un produit d'Asie fabriqué en France. Et en fait, c'est pour ce jeu de mots-là. C'est un peu un pied de nez. L'histoire que vous voulez raconter, partager, on peut le dire comme ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a inspiré au départ ? En fait, c'est par rapport au conflit d'identité. Depuis très jeune, depuis mon adolescence, j'étais confronté à ce problème. Donc deux cultures radicalement différentes. Donc je le démontre à travers l'histoire de ces deux adolescents. Un chinois traditionnel et un autre, un malfrat des banlieues. Donc en fait, le chinois traditionnel va découvrir sa partie française à travers cet ami malfrat, qui va l'émanciper et donc il va découvrir différentes communautés et faire des choses qu'il n'aurait jamais fait comme chinois traditionnel. Ouais. Il y a un happy end quand même, les choses se passent plutôt bien, enfin c'est rassurant, optimiste pour le moins. Non. En fait l'histoire se termine mal, enfin quelque part. C'est parce que je suis pas trop histoire américaine en fait. Je suis plus dans le vrai, dans le vécu. Donc il y a une part de drame pour éveiller les consciences en fait. Et en fait donner une place un peu à la communauté asiatique. Que malheureusement les gens ont une mauvaise vision, je pense, en France. On nous voit comme des gens renfermés, ce qui est vrai. Donc quelque part, je ne dis pas du mal seulement des Français ou des Asiatiques aussi, ils ont leur part. Mon but, c'est pas vraiment de dire qui est coupable. Mon but, c'est de montrer le conflit que génère une personne qui est confrontée à deux cultures totalement opposées. Donc le français liberté et le chinois plus discipline. Donc quand deux concepts sont tant opposés, c'est là où naît le conflit intérieur. La vie met parfois sur votre chemin les bonnes personnes au bon moment, sans que l'on sache pourquoi. C'est ainsi que Christine et moi, nous sommes arrivés dans la classe de Maître Jean. Et pourtant, nous ne figurions sur aucune des listes. Mais d'un seul regard, tout fut dit. Sans nous brusquer, ni nous prier de sortir, il nous présenta simplement aux écoliers dont la plupart connaissaient notre histoire. Certains d'entre eux nous regardaient comme si nous étions des créatures insolites. Maître Jean nous attribua 2 places dans la classe, comme si nous en avions toujours fait partie. Tout aussi naturellement, il nous donna 2 planches en bois taillées en forme d'ardoise et 2 morceaux de craie pour que nous puissions gribouiller dessus. Ce fut notre première rentrée des classes, une vraie providence. Je me souviens encore de ma première leçon.
Le maître demanda à Pondi, un élève de la classe, « Pondi, lis-nous ce qui est écrit au tableau. » Pondi s'éleva comme un trait et s'est mis à lire à haute voix. « Toto tirait Nama, et Nama tirait Toto. » Nous apprîmes plus tard que cette célèbre phrase était extraite du syllabaire de Mamadou Ebineta. Alors, on vous l'a dit, à l'honneur pour cette 13e édition de la Plume antillaise et d'ailleurs, en 2016, c'est Jean-Jacques Seymour, l'auteur, mais aussi le journaliste, le présentateur, parce que si on remonte dans l'histoire, et c'est aussi la raison pour laquelle tu es à l'honneur, Jean-Jacques, c'est parce qu'il y a une dizaine d'années, c'est toi qui as officié en tant que présentateur autour d'une nouvelle mouture de cette cérémonie, de cette rencontre autour de la Plume antillaise avec Micheline Lézin, la présidente de l'APTOM. Absolument, je crois que c'est la 13e année aujourd'hui et c'est la première année que je n'anime pas. J'ai animé pendant 10 ans. Parce que j'ai été très surpris d'apprendre que le conseil d'administration de l'APTOM avait décidé de me rendre hommage. Alors, j'ai été surpris. Qu'est-ce que ça fait au-delà de la surprise comment on se sent et qu'est-ce qu'on se pose comme question ou qu'est-ce qui nous arrive comme question quand on vous dit, voilà, Jean-Jacques, cette année, tu es à l'honneur? Oui, eh bien, écoute, j'ai été surpris et après, je me suis dit que j'acceptais cette invitation et que j'acceptais qu'on me rende hommage. Parce que dans mes éditoriaux, je le dis souvent et je le regrette même. Il y a trop de nos compatriotes qui disparaissent et on voit à ce moment-là se précipiter toutes sortes de gens, venir dire oui, celui-là c'était mon ami, etc. et tout. Non, je crois que les hommages se rendre du vivant, il est important et moi ça me fait chaud au cœur de voir aujourd'hui tous mes amis réunis, des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. J'ai même retrouvé un de mes anciens collaborateurs qui me dit « Tu m'as pas reconnu, tu as été mon rédacteur en chef en Guadeloupe, etc. » Je crois que pour beaucoup de gens, c'est le temps des retrouvailles aujourd'hui. Et c'est important que on entende les témoignages des uns et des autres, parce que on pourra peut-être que des discours vont être prononcés tout à l'heure, on va dire mais Jean-Jacques il a fait ceci ou cela. Il y a des gens qui, notamment la présentatrice, qui a des souvenirs très précis et très importants de ce que j'ai fait dans la profession et qui va vraisemblablement le dire. Cela assoit une certaine vérité sur les dires des gens. Vous savez, quelquefois on fanfaronne, etc. Oui, dans notre profession, j'ai quand même 40 ans de profession, hein. Ouais. C'est pas rien. Donc il s'en est passé des choses, j'en ai rencontré des gens, j'ai vu l'évolution de notre société et c'est tout cela peut-être à qui on rend hommage aujourd'hui. Je veux dire que, contrairement à ce qui a été dit, je ne suis pas écrivain, je suis essayiste, oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Totalement. Voilà. Alors c'est vrai que tu as pu inspirer également en 40 ans de carrière pas mal de personnes. Pour un tas d'autres raisons, mais l'auteur que tu es et qui a beaucoup écrit sur les dynamiques politiques et culturelles, quand on voit comme ça dans un amphithéâtre, Jean-Jacques, 35 auteurs qui se retrouvent, qui se croisent, qui échangent, qui partagent quelque chose, qu'est-ce que ça évoque chez toi en fait? Moi, ça veut dire que l'écriture parle. L'écriture parle et permet justement ce dialogue des cultures dont nous parlait Aimé Césaire. Et il n'y a pas de petite manifestation littéraire. Ce salon de l'APTOM, il a sa 13e édition aujourd'hui. Il a reçu des dizaines et des dizaines d'auteurs. Aujourd'hui, on est à 35 auteurs ici. On a même vu un Chinois venir parler tout à l'heure et présenter son livre et dire comment il était rejeté par sa communauté, qui trouvait que la note lui avait ouvert les portes, etc. C'est ça le dialogue des cultures. Et c'est ça qui me semble le plus fondamental. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.